Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. 20 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de Tanda et localités environnantes. Les travaux lancés hier vont durer 24 mois. Une production additionnelle de 5600 m3 jour va permettre de couvrir totalement les besoins en eau potable dans cette partie à l'est du pays. Plus de 160 milliards de francs CFA de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire. Ce vendredi, un accord de crédit en guise d'appui budgétaire signé entre le groupe et le gouvernement ivoirien, représenté par le ministère de l'économie et des finances. C'est un montant pour continuer à sauver des vies, venir en aide aux plus défavorisés et aider à faire face aux impacts de la crise sanitaire. En Côte d'Ivoire, l'incidence des cancers chez les enfants de moins de 15 ans est autour de 300 sur 450 nouveaux cas par an. Les traitements aujourd'hui sont efficaces et permettent un taux de guérison de près de 80%. Dans le dossier ce soir, on ira voir des malades de cancer, le traitement médical et le coût. C'est un calvaire pour les parents. Servir le football africain, un seul projet que présente Jacques Anoma en course pour diriger la Confédération africaine de football. Le candidat ivoirien présente une nouvelle vision dans la gouvernance de la CAF. Dans un document, il donne ses solutions face aux maux qui minent le sport roi sur le continent. Mais d'abord, cette information, le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko séjourne depuis le jeudi 18 février à Paris, en France, pour des raisons de santé. Le chef du gouvernement y effectuera une série d'analyses médicales et devrait par la suite observer un repos avant de rejoindre Abidjan. Tanda, Sandégué, Kwasi, Daté, Kro et plusieurs villages environnants. Bientôt de l'eau potable pour toutes ces localités. Le ministre de l'Hydraulique a procédé hier au lancement des travaux de construction du deuxième château d'eau de la ville de Tanda. Un investissement de 20 milliards de francs CFA dans 24 mois. Fin du calvaire des populations. Herman Yamien. Ce château d'eau que voici, d'une capacité de 200 m3 jour, a été construit depuis 1973 pour alimenter la ville de Tanda en eau potable. Avec l'explosion démographique, la capacité de cet ouvrage a été très vite dépassée. Conséquence, les robinets de la ville sont régulièrement secs, obligeant ainsi les populations à se tourner vers les puits ou à parcourir de longues distances pour disposer d'eau potable. À travers ces coups de pelle donnés ici par le ministre de l'Hydraulique et celui de l'Agriculture et du Développement rural, les difficultés d'accès à l'eau potable des populations et sous-préfectures environnantes seront bientôt qu'un lointain souvenir. C'est les bidons de 25 litres que nous chargeons dans les puits, dans les tricycles, pour se promener dans la ville de Tanda, dans les puits. Souvent, même ceux qui ont les puits nous chassent pour nous dire que quand on a nos robinets, là, ils ne viennent pas là-bas. Donc, il ne faut pas, on va aller vider leur eau. Donc, vraiment, c'est un sentiment de joie. Ce projet, d'un coût global de 20 milliards 54 millions de francs CFA, permettra de régler les problèmes d'eau potable de Tanda, de Sandégué, de Kwasi Daté Kro et des localités environnantes. Les villes qui connaissaient des déficits chroniques, le président a instruit de pouvoir les traiter. Nous avons décidé de les traiter par un projet qu'on appelle 12 villes. Et parmi ces 12 villes, il y a Tanda. Ce projet consistera en la réalisation de plusieurs infrastructures hydrauliques, dont les plus saillants sont entre autres la construction d'une station de prise d'eau brute de capacité 280 m3/h, la construction d'une station de traitement de 280 m3/h, la construction de 2 nouveaux châteaux d'eau, dont un de 500 m3 jour dans le village de Komambo et l'autre de 1000 m3 jour dans la ville de Tanda. À Tanda, comme ailleurs dans le pays, on subit les effets du changement climatique. Le FIRCA met en œuvre des projets pour réduire l'impact dans le secteur agricole. Il vient justement d'être accrédité par le Fonds d'adaptation. Le ministère de l'Environnement apporte le soutien du gouvernement afin de faciliter la mobilisation des ressources financières. Lansini Bakayoko. Tous les secteurs d'activité, notamment au niveau agricole, subissent les effets des changements climatiques avec la baisse des rendements. Le Fonds d'adaptation au changement climatique, créé spécialement en vertu du protocole de Kyoto, vise à aider les pays particulièrement exposés comme la Côte d'Ivoire à financer des programmes concrets de lutte contre les changements climatiques. La disponibilité des ressources climatiques pour le financement des projets pertinents
permettra, à n'en point douter, d'atténuer les impacts de ces changements climatiques. C'est donc une opportunité pour les acteurs des filières agricoles dans la recherche de ressources additionnelles pour financer les projets verts. Cette accréditation du Fonds interprofessionnel de recherche et de conseil agricole offre plusieurs autres opportunités, entre autres la célérité dans l'action et dans les procédures d'allocation des ressources ou encore l'identification des projets. Je suis persuadé que la compétition sera rude, eu égard au nombre important de projets qui sont en attente. Je sais compter sur l'expertise des membres du comité de sélection du FIRCA et en mon département ministériel à travers le point focal des fonds pour l'adaptation dans leur mission de faire bénéficier la Côte d'Ivoire, notre pays, des retombées de la finance climatique par la sélection d'un plus grand nombre de projets bancables. Le FIRCA est la première institution nationale à être accréditée à un fonds climatique financé par les Nations Unies. Le processus d'accréditation s'est déroulé de juillet 2018 à avril 2020. Et on a retenu aussi cette autre date, le 1er janvier 2020. La Côte d'Ivoire ouvrait une nouvelle page de la gestion de ses finances publiques. Le pays basculait en mode budget-programme. La Direction générale du budget et des finances fait le point. Un an après, il ressort que malgré la Covid-19, c'est un défi relevé. De Yamoussoukro, le reportage de Kader Sogodogo. Il y a de cela une année, la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la gestion des finances publiques, basculait en mode budget-programme, conformément aux nouvelles orientations de l'UEMOA. Pour la grande famille de la Direction générale du budget et des finances, avec à sa tête Traoré Seydou, le temps est donc venu pour l'exercice d'auto-évaluation pour tirer un bilan réel de ce changement. Le défi a-t-il été relevé? Il convient de relever que, malgré l'impact de la grave crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de la Covid-19, la Direction générale du budget et des finances a pu relever ce défi sous l'impulsion et le leadership du ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Dans la gestion des deniers publics, plus rien ne sera comme avant. Tous les acteurs ayant une responsabilité budgétaire sont dorénavant astreints à rendre compte de l'utilisation des ressources publiques mises à leur disposition. Le ministère du Budget et du portefeuille de l'État apportera toujours son soutien à la Direction générale du budget et des finances. Les travaux vont durer 48 heures. Des perspectives seront également envisagées. Et avec Cheikh Koné, on s'intéresse aux petites et moyennes entreprises. Les PME peuvent désormais bénéficier des garanties pour l'octroi d'un prêt bancaire jusqu'à 200 millions de francs CFA. Le président du Fonds de garantie au crédit aux PME présente les offres en matière d'accès au financement. Un rendez-vous de réflexion portant sur le financement des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire à l'initiative, la plateforme unique des PME. Que notre volonté, c'est d'associer toutes les PME à la vie économique ivoirienne. Nous avons des défis à relever. Ces défis, c'est notre contribution même à l'économie. C'est le paiement de nos impôts, mais également c'est comment faire des propositions concrètes au gouvernement pour améliorer nos activités, améliorer ce que nous faisons au quotidien. Les PME représentent 98% du tissu économique formel et 20% de la richesse nationale. Toutefois, plusieurs d'entre elles peinent à accéder au crédit auprès des institutions financières. Occasion pour le président du Fonds de garantie des crédits aux PME de plaider pour un taux de garantie allégé. Il était donc important de venir voir le patronat des PME, qui est la plateforme unique des PME, pour leur expliquer le mécanisme d'accès de soutien du Fonds de garantie des crédits aux PME, afin qu'ils puissent à leur tour sensibiliser leurs membres pour que nous puissions les accompagner. Mais nous ne dépassons pas en garantie les 200 millions accordés. Voilà. Deux modes opératoires s'offrent aux entreprises. Tout d'abord, les chiffres d'affaires des PME ne doivent pas excéder 1 milliard de francs CFA. Elles doivent disposer d'attestations de régularité fiscale et sociale. Dans le deuxième cas, le fonds de garantie pourrait offrir un accompagnement aux entreprises dans leur politique d'expansion.
Et on voit un autre appui au secteur privé. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision lance son label genre et compétitivité des entreprises. L'organisation s'inscrit ainsi dans la politique nationale de renforcement de la performance et de la compétitivité dans le monde des affaires. Patricia Omouetia. Propriété intellectuelle de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, le label genre et compétitivité des entreprises prône à la fois le développement et l'industrialisation basés sur le genre comme outil de performance. Le label genre et compétitivité des entreprises vise à accompagner les entreprises dans la réalisation d'un diagnostic genre de gestion de leurs ressources humaines et de leurs pratiques, toutes conscientes que la diversité et la mixité en milieu professionnel constituent une richesse pour le développement et l'épanouissement de leur capital humain. Le label GSCE va créer un environnement pour disposer les hommes et les femmes à affirmer davantage leur potentiel, travailler mieux en équipe, améliorer leur rendement, apprendre à mieux se connaître de manière significative et ce qui va augmenter de manière très significative la productivité interne de l'entreprise. Ouvert depuis 2018, le projet label genre et compétitivité des entreprises a été conduit sous l'expertise du Bureau Normes Audit, premier organisme de certification en Afrique de l'Ouest. On s'arrête ce soir sur ce chiffre de l'OMS. En Côte d'Ivoire, l'incidence des cancers chez les enfants de moins de 15 ans est autour de 300 sur 450 nouveaux cas par an. Heureusement, les traitements aujourd'hui sont efficaces. Ils permettent un taux de guérison de près de 80% seulement si la maladie est vite diagnostiquée. Ce lundi 15 février, c'était la journée internationale du cancer de l'enfant. Notre équipe de reportage a rencontré des malades de cancer en Côte d'Ivoire. Le âge est compris entre 2 et 16 ans. Vous allez le voir. Traitement médical et coût, la maladie est un calvaire pour les parents. Cancer de l'enfant, entre détresse et espoir, un dossier de Salimatou Dia. On les appelle des guerriers, des champions, des super-héros. Tous ces enfants qui, chaque année, dans le monde, sont diagnostiqués d'un cancer. À l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville, Ellie, adolescent de 16 ans, est hospitalisée depuis 2 mois, roulée sous le poids de la maladie. Je me sens lourd et puis je me sens fatiguée. Quand je suis la ventre là est lourde, donc je ne peux rien faire. L'élève en classe de 4e, Aïssia, a débuté son combat contre la maladie il y a quelques mois, après avoir senti une douleur au ventre. Ses séjours dans les hôpitaux à Issia, Yamoussoukro, puis Abidjan, il les passera sous les yeux impuissants de son père, Baptiste, planteur, qui est à son chevet. Ça me dépasse, énormément ça me dépasse. Sinon, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un tunnel. Quand je vois mon fils couché sur le lit de l'hôpital, hein, en tout cas, des fois même ça me fait pleurer. Je rentre comme dans la douche, je pleure, je viens. J'essaie de le consoler, bon, ça va, ça va. Un cas médical adressé à l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville. Le bilan diagnostic est tombé il y a à peine une semaine. Ils nous ont fait le diagnostic histologique d'un rhabdomyosarcome, qui est une tumeur de l'enfant. On retrouve également chez l'enfant, mais une tumeur qu'on peut retrouver aussi chez l'adulte. C'est une tumeur qui est en rapport avec le muscle strié, mais il peut se localiser partout dans l'organisme. Les lymphomes de Burkitt, le rétinoblastome, le néphroblastome et les leucémies sont les principaux cancers rencontrés chez l'enfant. Nous avons plusieurs facteurs favorisants, c'est notamment les facteurs génétiques. Et quand on parle de facteurs génétiques, ce sont des anomalies spécifiques qui peuvent porter sur des chromosomes ou ce qu'on appelle des délétions ou qui portent sur des gènes et qui sont favorables à la survenue des cancers chez l'enfant. Et puis vous avez des facteurs infectieux. Le virus de l'hépatite peut être à l'origine du cancer du foie. Le CHU de Treichville reçoit en moyenne 150 nouveaux cas sur les 400 diagnostiqués par an, avec une prise en charge pluridisciplinaire. En fonction des tumeurs, certaines tumeurs ont bénéficié de chimiothérapie, de radiothérapie et de chirurgie. Et en plus du traitement spécifique de son cancer, vous avez ce qu'on appelle le traitement adjuvant. C'est-à-dire qu'on prend en compte tout ce qui est douleur, alimentation. Et nous agissons à ce niveau-là sur
le volet psycho-affectif de l'enfant. À 2 ans et demi, Ouri a subi une opération à l'œil droit après avoir été diagnostiqué d'une tumeur orbitaire. On a fait une première opération, on a enlevé la tumeur. Ils sont partis analyser. On dit, c'est une tumeur maligne, malheureusement, ça va repousser. Et en moins de 2 mois, ça a repoussé, la tumeur a repoussé, ça a poussé l'œil est sorti. Donc après, ils ont opéré encore, ils ont enlevé l'œil. La Benjamine d'une fratrie de 4 enfants est à sa 7e chimiothérapie. Entre traitement et coûts, les parents se disent économiquement à bout de souffle. C'est des enfants avec de grandes maladies. Et puis les médicaments coûtent cher, les traitements coûtent cher, la chimie coûte cher. Chaque 21 000, on paye 400 000. Avant la chimie, on fait analyse de sang. Après la chimie, on fait analyse de sang. Tout ça, il faut payer la chambre. Même cri de détresse du côté de Nadège, qui est déjà à 1 million de francs CFA de dépenses pour assurer le traitement de sa fille de 2 ans, atteinte d'une leucémie. D'abord, même l'examen pour confirmer la maladie va dans les 300 000. Et ça, c'est un peu énorme. Et on a même demandé aux médecins d'essayer de voir combien peut durer le traitement. Ils ont dit c'est au moins 2 ans de traitement. Et 2 ans de traitement, là, le traitement peut aller dans les 4 millions. Déjà, même avant de faire le bilan des 4 millions, nous-mêmes, on a déjà dépensé dans les 1 million. On n'a pas le choix, mais on fait avec parce que souvent, il ne faut pas se démoraliser. Quand l'enfant est là, l'enfant te voit en joie, lui aussi, il est en joie. Une joie qui incarne un espoir de guérison. La prise en charge du cancer pédiatrique est une réalité en Côte d'Ivoire depuis 1995 avec la création de l'unité d'oncologie pédiatrique et récemment l'ouverture de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Selon le programme national de lutte contre le cancer, la politique gouvernementale a permis d'améliorer l'accès au traitement, mais également de la réduction des coûts des médicaments. Sinon, au niveau de la gratuité, l'État est en train de faire des efforts dans ce sens pour permettre la gratuité même de certains anticancéreux pour soulager les parents d'enfants malades. Des malades qui sont diagnostiqués dans certains cas à un stade tardif, d'où le taux de décès qui avoisine les 80% pour ces cas, selon le PNLCA. La recette miracle reste le diagnostic précoce pour une prise en charge efficiente. Le BioKit, par exemple, c'est un cancer qui est vraiment chimiosensible et pour lequel, lorsque le patient arrive tôt en consultation, le taux de guérison peut avoisiner les 80 voire 90%. Et vous avez également le néphroblastome qui a un très bon taux de rémission également, qui avoisine les 40 voire 50%. Des efforts restent à faire au vu des objectifs définis par l'Organisation mondiale de la santé qui sont d'assurer au moins 60% de survie pour tous les enfants diagnostiqués d'ici 2030. Cancer chez l'enfant, entre détresse et espoir, c'était le dossier vu d'ici avec Salimatou Dia. Voici un autre mal qui nécessite la mobilisation de tous. La lutte contre la Covid-19 continue, on ne relâche donc pas dans l'observation des gestes barrières. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 213 nouveaux cas de Covid-19 sur 3715 échantillons prélevés, soit 5,7% de cas positifs, 119 guéris et 2 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 31 825 cas confirmés, dont 30 056 personnes guéries, 185 décès et 1584 cas actifs. Depuis le début de la Covid-19, l'Afrique passe la barre des 100 000 morts. La région relativement épargnée est la dernière, outre l'Océanie, à atteindre ce seuil franchi déjà en avril dernier par l'Europe, le pays le plus touché du continent africain par la pandémie, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a lancé sa campagne de vaccination cette semaine et espère vacciner 67% de sa population d'ici à la fin de l'année pour atteindre l'immunité collective. Les 54 pays compte au total 3,7 millions de cas confirmés. Ici en Côte d'Ivoire, la riposte est sanitaire et économique. Les partenaires apportent aussi leur soutien. Le pays bénéficie d'un appui budgétaire de 160 milliards de francs CFA de la Banque mondiale. Les deux parties ont signé l'accord de crédit, un montant pour renforcer les efforts de l'État dans la lutte contre la Covid-19. Cheikh Koné.
C'est un accord de crédit IDA de plus de 160 milliards de francs CFA à titre d'appui budgétaire que la Banque mondiale fait à la Côte d'Ivoire. Cette opération d'appui budgétaire du groupe de la Banque mondiale vient soutenir les efforts du gouvernement pour continuer à sauver des vies, venir en aide aux plus défavorisés et aider les entreprises à faire face aux impacts de la crise. Au dire de la directrice des opérations de la Banque mondiale, ce dispositif d'appui budgétaire se concentre sur 3 types de réformes que le gouvernement a entrepris: le soutien aux familles vulnérables, l'accès des PME au crédit à travers la création du fonds de garantie des PME au crédit et enfin, les pratiques de bonne gouvernance et de bonne gestion du plan de riposte économique lié à la crise sanitaire. Tout en rappelant les batteries de mesures prises par le gouvernement au lendemain de la crise sanitaire, le ministre de l'Économie et des Finances a sollicité un appui financier et technique de la Banque mondiale pour la phase urgente de vaccination. Les besoins étant importants, nous avons introduit une requête auprès de la Banque mondiale. Madame la directrice des opérations vient de me confirmer qu'il y a une enveloppe de 50 millions de dollars qui pourrait être dégagée assez rapidement justement pour renforcer en fait les capacités de l'État à acquérir des vaccins additionnels pour vacciner le plus grand nombre de populations. L'appui financier global de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire se chiffre à ce jour à environ 3,2 milliards de dollars, soit près de 1800 milliards de francs CFA. La commission électorale indépendante, la CEI, informe l'ensemble des électeurs, les anciens électeurs et les nouveaux électeurs de 2020, qu'elle procédera en prélude à la tenue du scrutin législatif du 6 mars 2021 à la distribution des cartes d'électeurs dans la période du samedi 20 février au samedi 27 février 2021. Cette distribution se fera au siège des commissions électorales locales dont la liste est consultable sur CEI.ca. Sur l'ensemble du territoire national. Les pièces exigées pour le retrait de la carte d'électeur sont les suivantes: la carte nationale d'identité ou l'attestation d'identité, le certificat de nationalité ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI ou l'ex-ONI. La commission électorale indépendante compte sur l'engagement et la responsabilité de tous pour le bon déroulement de cette phase du processus électoral. Le ministre de la Réconciliation est toujours dans sa dynamique. Kouadio Konan Bertin veut fédérer autour de sa mission. Il a rencontré les organes de régulation de la presse et l'audiovisuel ce vendredi. Des échanges à la AK et à l'ANP convoient avec Franck Kouadio. Réconciliation nationale. Le ministre Kouadio Konan Bertin multiplie les rencontres. ANP, Cocody, siège de l'autorité nationale de la presse de Côte d'Ivoire, des échanges avec le président de l'organe régulateur, Samba Koné. C'est notre mission à nous ici à l'ANP de veiller à ce que justement les professionnels du secteur des médias, presse écrite et production numérique, de travailler selon les normes, à savoir la loi 2017-867 et le code de déontologie qui régit le secteur. Et nous sommes donc à votre écoute ce matin pour vous accompagner dans ce secteur de la réconciliation qui n'est pas une chose aisée. Seconde étape, la AK, la haute autorité de la communication audiovisuelle. Maître René Bourgoin, le président, reçoit Kouadio Konan Bertin. Nous jouons notre partition pour que la réconciliation que vous avez à conduire, à mener, à faire aboutir, que cette réconciliation-là aboutisse. L'AK veille véritablement à ce que l'équité soit admise. Le ministre de la Réconciliation nationale satisfait de ces différentes rencontres. Il s'agissait, après les journalistes récemment, d'impliquer tous les chaînons du dispositif des médias en faveur de l'effort national de réconciliation. La presse tient une place de choix dans ce processus. Quand on a fini de parler avec les patrons de presse, il me semble qu'il faut également prendre langue avec toutes les autorités nécessairement en charge de la régulation. Ce matin, nous sommes venus donc pour faire un tour d'horizon, nous accorder sur ce qu'il y a à faire en cette période-ci de paix que nous avons choisi parce que la réconciliation, il faut se le dire, elle s'impose à nous. Engagés en faveur de la cause, les acteurs de la presse, mais aussi délivrer un message. Personne ne peut empêcher qu'un journaliste écrive comme il veut écrire. Une déontologie, ils le savent très bien. Tout ce que nous souhaitons, je dis bien nous souhaitons, c'est que dans cette période-là, charnière, qu'ils nous accompagnent par leurs écrits, comme nous demandons aussi aux hommes politiques eux-mêmes qu'ils nous facilitent la tâche par leurs discours, par leurs propos. Donc ce n'est pas que vous seulement les journalistes, c'est tout le monde qui est concerné.
Le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadwo Konan Bertin, entend les jours à venir densifier les initiatives. La recherche de la paix nécessite l'adhésion de toutes les forces vives. Et voici un autre communiqué de la Commission électorale indépendante. La CEI, en partenariat avec le PNUD, avec l'appui du projet d'appui aux élections, organise un atelier d'appropriation et d'information sur le mode opératoire des élections des députés à l'Assemblée nationale à l'attention des candidates et des candidats à l'élection des députés du 6 mars 2021. Cet atelier vise à contribuer au renforcement de la transparence du processus électoral. Aura lieu le mardi 23 février 2021 à l'espace La Trivente, ici à Abidjan, 2 plateaux, Carrefour d'Incan, à partir de 10h. Vu l'importance de cette formation, chaque candidature ou liste de candidatures est tenue de se faire représenter par une personne. Le présent communiqué tient lieu d'invitation. La compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire a réceptionné ce jeudi un nouvel aéronef. Il s'agit d'un Airbus A320 Neo 9, le 3e du genre pour la compagnie nationale, qui poursuit ainsi le renforcement de sa flotte. L'avion qui a atterri sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny en fin de journée a été réceptionné par le ministre des Transports, le ministre des Affaires étrangères, qui représentait le Premier ministre Ahmed Bakayoko, avec à leur côté les responsables de Air Côte d'Ivoire. On reste à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un émissaire du président du Sri Lanka, reçu par le ministre des Affaires étrangères, Ali Coulibaly, a échangé hier avec une délégation. Elle portait un message du chef de l'État sri-lankais, Jean-Luc Bambo. Le Sri Lanka ambitionne d'investir dans les domaines agricoles et énergétiques en Côte d'Ivoire. Telle est la quintessence des échanges qui se sont déroulés entre l'ambassadeur Kana Kananathan et le ministre Ali Coulibaly. Le diplomate qui conduisait la délégation sri-lankaise en prospection dans le pays était porteur des messages du président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa. La raison de notre présence ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui est d'abord d'accroître nos relations bilatérales et en deuxième lieu, nous souhaiterions, n'est-ce pas, investir en Côte d'Ivoire dans le domaine de la transformation des matières premières qui existent ici en Côte d'Ivoire, notamment la noix de cajou, le cacao. Et en dernier lieu, nous aimerions, n'est-ce pas, ouvrir, n'est-ce pas, le secteur des investissements ivoiriens aux hommes d'affaires de notre pays. Établies depuis quelques années, les relations sont au beau fixe. Elles se sont davantage raffermies au cours des dernières années avec des consultations régulières entre les dirigeants. En sport, Jacques Anoma apporte une nouvelle vision au football africain. Le candidat ivoirien à la présidence de la CAF présente son projet. Il veut donner plus d'autonomie financière et administrative à la Confédération africaine. On le voit avec Salif Ouattara. S'il est élu président de la Confédération africaine de football au soir du 12 mars 2021, Jacques Anoma entend procéder à un audit complet de la CAF, faire l'état des lieux, aller à la recherche de nouveaux partenaires et sponsors. Restauration de son administration, ses ambitions, sa gestion, ses performances et son image. À la tête d'un comité exécutif soudé, solidaire, engagé et responsable de ses choix, nous parviendrons à faire du football africain une référence dans le monde. Jacques Anoma entend également être un président à plein temps, prêt à servir le football africain à 100%. Je vous l'ai dit, je serai un président à 100%. Voilà. Il est très important que, comme les autres confédérations ou les autres institutions internationales dont les sièges ne sont pas dans le pays du président, qu'on sente la présence de celui qui a été élu. Jacques Anoma a également lancé un appel au président de la FIFA, Gianni Infantino. Objectif du candidat ivoirien à la présidence de la CAF, établir un rapport de respect entre la CAF et la FIFA. Je ne lui demande pas amitié au nom de notre longue amitié. Équilibre un peu les choses. Viens en Côte d'Ivoire aussi. Même si je ne suis pas le choix présumé de la FIFA, comme certains le disent, j'en sais rien. Mais je lui demande de venir aussi en Côte d'Ivoire. Comme ça, les soupçons vont s'atténuer. Le candidat Jacques Anoma
s'envole pour Dakar, au Sénégal, ce samedi 20 février 2021. Première destination d'un périple qui l'amènera dans plusieurs capitales africaines où il ira présenter son projet pour la CAF aux différents électeurs. Une page noire dans ce journal, c'était un grand producteur, Edouard Sansan-Kouao. Vous le savez, est décédé le 30 septembre dernier au Ghana. Cette figure importante de l'agriculture ivoirienne sera inhumée demain à Niablé, son village natal. Mais avant, voyons la levée du corps ce vendredi avec Jean-Luc Bambo. Malgré les mesures strictes pour se conformer aux restrictions liées au Covid-19, la salle prestige de l'IVOCEP pouvait difficilement contenir le flot de personnes venues rendre le dernier hommage à Edouard Sansan-Kouao, figure emblématique de l'agriculture, puis de la politique ivoirienne, décédé le 30 septembre dernier au Ghana dans sa 85e année. Pour cette levée des corps, un seul témoignage a été rendu, celui du professeur Dédi Seri. Une figure de la dimension de Sansan-Kouao, on la pleure et on doit la pleurer de toutes ses larmes, sa disparition étant une perte immense pour sa famille biologique bien sûr, pour sa région d'appartenance, mais aussi pour toute la nation tout entière. Sur le plan économique, Sansan-Kouao s'est illustré par ses grandes qualités de manager, remportant coup sur coup la célèbre Coupe nationale du progrès. Et cet exploit fit de lui le paysan illettré le plus adulé par le président Félix Houphouët-Boigny. L'homme part avec ce message posthume pour ses proches. Ne pleurez pas, je ne meurs pas. J'entre dans la vie, le Seigneur m'a fait grâce de passer de beaux et agréables moments auprès de vous. Soyez unis, aimez-vous et soutenez-vous. Que mon départ soit un témoignage pour chacun, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Je vous aime. C'est à Niablé, la terre qu'il a vu naître en 1936, que la dépouille d'Edouard Sansan-Kouao a été transférée ce jour pour son inhumation ce samedi 20 février. Dans le reste de l'actualité, dernier jour de campagne de l'élection présidentielle au Niger, les 7,5 millions d'électeurs vont départager dimanche Mohamed Bazoum et Mahamadou Ousmane. Le pays en passe de renforcer sa démocratie. Les Nigériens espèrent justement un bon déroulement du processus électoral. Sidouni Davila et Ulrika Dongon, nos envoyés spéciaux. Le Niger connaîtra sa première alternance démocratique à l'issue de l'élection présidentielle du 21 février. Une victoire pour la démocratie nigérienne, selon Ismaïlou Aboubakar, un activiste qui se veut sceptique. D'abord, un pari qui est en voie d'être gagné. On ne peut qu'applaudir. On ne peut que vraiment remercier Excellence Monsieur le Président pour cette alternance démocratique. Donc c'est un pas vers la démocratie, n'est-ce pas, proprement dit dans notre pays. Moussa Kangari, secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen au Niger, cet autre activiste, est d'un avis contraire. C'est vrai que l'alternance en tant que telle, c'est bien. Ça montre que, bon, donc, en fait, au moins, il y a des élections qui se font et que, bon, le parti qui est au pouvoir peut perdre et des partis qui sont à l'opposition, ou un ou plusieurs coalisés ou seuls peut gagner une élection, c'est peut-être une bonne chose. Mais ce qui va changer la vie des gens, ce n'est pas seulement ça. C'est concrètement, est-ce que, en fait, il y aura, et l'alternance va aussi s'accompagner par un changement. Alternance démocratique ou changement, la population nigérienne, elle, aspire à bien plus. Que quand même ces élections du deuxième tour se passent dans l'accalmie, dans la sérénité, pour que nous puissions retrouver cette sécurité, ce calme qui effectivement est un cri de cœur de tout un peuple. Selon les statistiques, les jeunes représentent plus de 50% de la population nigérienne. Cette jeunesse se dit préoccupée par la situation sociopolitique en prélude à la présidentielle. Elle appelle de tous ses voeux à une élection apaisée. Nous appelons
la population nigérienne à ne pas céder aux manœuvres politiques et politiciennes permettant de créer des tensions inutiles qui vont ramener notre pays à des années multiples derrière, où le Niger ne pourra jamais sortir de l'ornière dans laquelle il se trouve. Nous sommes en train d'émerger. Aujourd'hui, la principale cause qui va faire en sorte que nous puissions émerger, c'est de ne pas faire une crise politique en dehors de l'insécurité que nous sommes en train de vivre. Il faut qu'on puisse conserver la paix sociale, la quiétude sociale entre les Nigériens. Que vraiment, nous souhaitons des élections vraiment libres et transparentes. Et les responsables doivent vraiment prendre toutes leurs responsabilités pour que ces élections-là puissent se passer dans de meilleures conditions. Élections crédibles, transparentes et apaisées. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, rassure les populations sur le second tour de la présidentielle prévu le dimanche prochain afin de garantir la première alternance démocratique au Niger. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Herman Guivet. Ce soir, le sage nous apprend que quand la racine est profonde, l'arbre ne craint pas l'orage. Dieu le voulant, on se retrouve demain.